Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Questions Éco. Au menu de votre émission ce soir, plan de relance économique, projet de loi de finances 2021, que dit la CGEM? 6 mois après avoir proposé un plan de relance exhaustif au comité de veille économique, la CGEM a une nouvelle fois fait part de ses recommandations à l'exécutif, quelques jours seulement avant le dépôt du projet du budget de 2021 par l'argentier du Royaume au Parlement. Mais la CGEM a toutefois ensuite exprimer une sorte de déception quant aux dispositions de ce PLF 2021. Pourquoi? Comment y remédier? Nous aurons donc le plaisir d'échanger avec le vice-président du patronat marocain, Mehdi Tazi, pour tout savoir sur le plan de relance de la CGEM et notamment ses réactions face aux propositions du PLF 2021 ainsi que la vision du patronat de la relance économique via le secteur privé. Restez avec nous. Bienvenue à tous. Elles sont nombreuses et ambitieuses. La CGEM a présenté officiellement lundi dernier ses propositions pour la loi de finances 2021. Voici les détails avec Ala Benani. Préserver le tissu productif et l'emploi, soutenir la trésorerie des entreprises et appuyer le pouvoir d'achat. Telles sont les principales propositions de la CGEM dans le cadre du projet de loi de finances 2021. Dans un premier volet, le patronat veut maintenir et prioriser les investissements et achats publics. Il s'agit principalement de garder la commande publique au moins au même niveau que l'année 2020, avec une quote-part de 35 à 40% au profit des très petites et moyennes entreprises. Baisser aussi progressivement le taux d'IS pour atteindre 25% à horizon 2025 et mettre en place une mesure d'annulation totale des pénalités et intérêts de retard relatifs aux impôts d'État et taxes locales impayées. Dans un deuxième volet, la CGEM s'est donné comme promesse ardue de gérer la masse salariale pour préserver le maximum d'emplois et ce, en appliquant une exonération au profit des salariés mis au chômage partiel à hauteur de 10 000 dirhams par mois. Le patronat a aussi proposé d'étendre l'exonération de l'IR et les charges sociales pendant au moins 2 ans pour tout nouvel emploi de jeunes diplômés. Enfin, le troisième volet se penche sur la dynamisation de la demande en déduisant par exemple les frais de scolarité du calcul de l'impôt sur le revenu dans la limite de 1000 dirhams. Il est aussi question d'avoir une prise en charge par l'État d'une indemnité de chômage pendant au moins 6 mois. Enfin, la baisse du taux de TVA de certains produits et services fait partie des propositions phares de la CGEM pour le projet de loi de finances 2021. Et avec nous depuis le siège de la CGEM à Casablanca, Mehdi Tazi, vice-président donc de la CGEM. Bonsoir Mehdi Tazi, bienvenue avec nous. Bonsoir et merci pour votre invitation. Merci à vous de l'accepter. Donc, ce PLF 2021 est plutôt, selon vous, selon le patronat, sous le signe de la relance ou plutôt de l'austérité? Nous comprenons d'abord que l'exercice qui est fait par l'exécutif est un exercice difficile puisque nous élaborons un projet de loi de finances dans un contexte dans lequel les recettes de l'État, bien entendu, vont baisser l'année prochaine parce que les contribuables seront dans des positions financières moins confortables pour pouvoir contribuer à l'impôt. Donc ce n'est pas un exercice facile et tout ça, nous le comprenons et nous l'intégrons parfaitement. Cela étant, dans les mesures qui ont été annoncées, il y a une mesure phare qui a été annoncée par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, qui consiste en le fonds Mohamed VI pour l'investissement. Et ça, nous le saluons parce que c'est un outil qui viendra supporter les entreprises en difficulté en renforçant leurs fonds propres. Donc ça, c'est une mesure très importante. Sur le reste, nous déplorons que le projet de loi de finances n'est pas suffisamment un projet de loi de finances de relance dans le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui. Parce que les mesures pour le soutien de la demande, pour le soutien de l'emploi, pour le soutien du tissu productif et pour le soutien de la trésorerie des entreprises sont, de notre point de vue, un petit peu timorés. Très bien. Alors, point par point peut-être, on s'arrête. On vient d'ailleurs de l'écouter dans le papier de mon collègue. Il y a certaines mesures que la CGEM a proposées qui ont été retenues, et notamment pour soutenir l'emploi, nommément cette fameuse exonération de l'IR pour tout nouveau CDI signé, et ce sur une période de 2 ans. Donc,
on ne peut pas réellement dire qu'il n'y a pas de mesures, ne serait-ce que pour cette question de l'emploi. Vous pensez que ce n'est pas suffisant ? Sur cette question de l'emploi, d'abord c'est une mesure que nous avons mise en avant dès le premier plan de relance que nous avons proposé, et qui était le soutien de l'emploi des jeunes. Et ça, nous nous félicitons que dans le cadre de ce projet de loi de finances, pour les primo-demandeurs d'emploi, pour les CDI, nous avons une exonération des charges à hauteur jusqu'à 24 mois. Cela étant, nous pensons qu'il faut l'élargir à pas simplement les primo-demandeurs d'emploi, mais peut-être aux personnes qui sont âgées de moins de 30 ans et qui obtiendraient un premier CDI. Cela dit, on se félicite que ça aille dans ce sens-là. Maintenant, peut-être qu'il faudrait que cette mesure soit un peu plus large. Sur le reste, en ce qui concerne le soutien de la demande, ce que nous avons demandé aussi, c'est que les secteurs ou les personnes qui ont perdu leur emploi du fait du Covid bénéficient d'une indemnité sur une période plus longue, et pour des secteurs qui sont en réalité toutes les personnes qui perdent leur emploi du fait du Covid, et pas simplement sur certains secteurs comme ça l'est aujourd'hui, qui sont le tourisme par exemple. C'est bien qu'on l'ait pour le tourisme, mais il y a beaucoup d'autres secteurs pour lesquels les gens ont perdu leur emploi en conséquence de la crise Covid, et nous pensons que ces gens-là, dans le contexte actuel, doivent bénéficier d'une certaine indemnité. Donc c'est une des mesures que nous avons demandées, qui n'a pas été retenue, ce qui nous fait dire que c'est un projet de loi de finances qui est difficile, dans lequel il y a certaines mesures, mais de notre point de vue, pas assez. Et, quid alors du soutien aux trésoreries des entreprises qui ont bien sûr, qui se sont vues tout simplement handicapées, une grosse hémorragie dans les trésoreries de nos entreprises et notamment pour les petites entreprises? En ce qui concerne la trésorerie des entreprises, d'abord il y a des mesures qui ont été prises en considération et qui ont été mises en œuvre par l'État. Et je fais référence aussi ici à Daman Oxygène et Daman Relance. Oui. Nous devons le souligner, nous en féliciter. L'État a mis en place des mesures qui ont bénéficié à 18 000 entreprises de mémoire pour Daman Oxygène et plus de 20 000 entreprises pour Daman Relance, et pour un montant global qui dépasse les 40 milliards de dirhams. Et ça, bien entendu, ça vient supporter la trésorerie des entreprises. Donc ça, c'est un point, bien entendu, positif. Maintenant, dans le projet de loi de finances 2021, il y a un autre point qui touche la trésorerie des entreprises et qui, lui, est négatif, c'est les remboursements TVA. Et nous constatons que dans la ligne remboursement TVA, l'État prévoit 6,3 milliards de dirhams de remboursement pour l'année prochaine, ce qui représente à peine plus que la moitié des montants qui devraient être remboursés. Donc ce que ça veut dire, c'est que d'un côté, on a aidé les entreprises dans leur trésorerie, mais d'un autre côté, on prévoit déjà que les remboursements TVA ne seront pas totaux l'année prochaine, et que sans compter l'historique qui doit aussi être remboursé, les montants prévus pour l'année prochaine ne sont que de environ 50% des montants qui devraient être remboursés. Je voudrais revenir à ce 21 mai dernier. Donc la CGEM avait présenté un plan exhaustif très détaillé, plan de relance de chacune des fédérations que compte le patronat. 500 mesures, n'est-ce pas, qui ont été présentées à ce comité de veille économique. Y a-t-il certaines de ces mesures que vous retrouvez dans ce PLF 2021 ? Mesures de relance, bien naturellement. Oui, alors, pour rappel, on fait, disons, difficilement la distinction entre ce qui est des mesures de relance qui ont été faites dans le cadre du plan de relance et des mesures de relance qui viennent dans le cadre du PLF 2021. Maintenant, si on prend le plan de relance de la CGEM, il y avait certes 500 mesures, mais il y avait 7 mesures phares. Et dans les 7 mesures phares, il y avait une mesure qui était l'indemnité, en tout cas la gestion de la masse salariale. On avait une mesure qui était liée à l'élargissement de l'AMO. On avait une mesure qui était liée à des dettes, à la mise en place de dettes de financement des entreprises. Une mesure qui était liée à l'accompagnement des entreprises par des fonds, donc par du fonds propre. Et puis une mesure qui était liée au soutien de la demande par la TVA. Sur cette mesure-là, nous en retrouvons soit dans ce qui a déjà été annoncé, soit dans le cadre du plan de relance
du PLF 2021, nous retrouvons 6 de ces 7 mesures. Celle qu'on ne retrouve pas, c'est la mesure liée à la baisse de la TVA que nous avions recommandée pour soutenir la demande. Mais donc 6 mesures sur 7 s'y retrouvent. En plus sur le pouvoir d'achat, nous avions, vous avez raison de le souligner, nous avions également recommandé que la commande publique reste à un niveau important, et ça l'est, puisque nous sommes dans le cadre du PLF 2021 à 230 milliards de dirhams. Et nous avions également recommandé l'instauration d'une préférence nationale sur une période pour venir se substituer à une demande extérieure qui est faible dans cette période, dans cette crise Covid. Et nous nous félicitons du fait que l'ensemble de ces mesures aient été retenues. Maintenant, nous avions aussi préconisé un certain nombre de mesures dites transverses et qui sont des mesures qui visent à fixer, disons, les problèmes structurels de notre économie. Par exemple, l'intégration de l'informel. Par exemple, la simplification des relations entre entreprises, citoyens et État, ou des relations administratives. Par exemple, le soutien à l'emploi des jeunes. Et nous constatons qu'une grande partie de ces mesures-là ont été entendues. Oui, alors, avant de revenir sur cette question très importante de l'intégration de l'informel, par rapport à la préférence nationale, alors oui, vous demandez en fait à l'État de vous accompagner, mais quel est le rôle du secteur privé justement par rapport à cette préférence nationale, par rapport à ces entreprises qui puissent remplir les critères nécessaires pour répondre à ces appels d'offres de la commande publique? Je crois que la mesure qui a été, ou le travail qui a été effectué par le ministère du Commerce et de l'Industrie est important. Ils ont identifié 34 milliards de dirhams de produits qui étaient commandés ou qui étaient importés et pour lesquels nous considérons que la substitution par des produits marocains sont faisables. Et l'État ou le ministère a lancé un projet d'accompagnement des entreprises qui produirait localement pour substituer ces 34 milliards de dirhams. Oui. Donc ça, nous pensons que c'est une initiative de l'État accompagnée par le secteur privé qui est tout à fait louable puisqu'elle vient renforcer le tissu industriel local, créer de l'emploi localement et limiter la sortie de devises. Maintenant, dans la façon, sur une autre mesure, qui est l'augmentation des droits de douane sur certains intrants, nous considérons que cette mesure vient renchérir le prix de produits finaux et vient baisser la compétitivité des entreprises locales parce que la façon dont la mesure est appliquée n'est de notre point de vue pas la bonne. Ce qui doit être taxé et ce sur lequel on doit augmenter des droits de douane, ce n'est pas les intrants puisque ça vient renchérir la production locale, mais nous préconisons qu'il y ait une taxe à la consommation sur les produits finis, de manière à ce que les produits nationaux bénéficient d'une forme d'avantage par rapport à ceux qui sont importés. Et donc la production locale et la création d'emplois locaux bénéficieraient ou seraient avantagées par rapport à l'importation. Moi, je voudrais revenir encore une fois avec vous, Mehdi Tchazi, sur le rôle du secteur privé, sur le rôle du secteur privé dans l'investissement de capitaux, dans la création de richesses et d'emplois automatiquement. Comment, selon vous, via bien sûr la CGEM, vous comptez répondre à cette urgence et à ces besoins? Notre rôle, c'est de... Je crois que l'État a fait un travail d'accompagnement supérieur à ce qu'il faisait jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il est allé jusqu'à identifier les 34 milliards de dirhams d'import jusqu'à présent, à identifier les projets qui étaient liés à ces 34 milliards de dirhams d'import et ensuite à lister les mesures d'accompagnement que l'État pouvait donner pour accompagner ces chefs d'entreprise. Et là, nous parlons de zones industrielles ou de terrains disponibles pour créer des unités industrielles, de fonds d'investissement qui peuvent accompagner, et je crois que c'est à hauteur jusqu'à 20 ou 30% en fonds propres,
par du fonds propre donné par des outils d'accompagnement de l'État, de la garantie par de la dette, des aides à la formation, etc. Donc l'État a identifié des projets et a dit voilà quels sont les mécanismes que je donne pour vous aider si vous souhaitez vous lancer dans cette aventure industrielle. Notre rôle à nous, c'est de trouver, ou celui de la CGEM, c'est de trouver via ses fédérations et ses membres des candidats potentiels pour porter ces projets-là, de les pousser vers ces projets en leur montrant ce qu'il y a, en leur montrant quelles sont les aides disponibles pour que nos entrepreneurs aillent et investissent ces projets-là. Je crois que on ne peut pas aller plus loin. Après, c'est le rôle de l'entrepreneur de prendre son courage à deux mains et de se lancer dans cette aventure industrielle et dans ces investissements. Et aujourd'hui, nous constatons que je n'ai pas les derniers chiffres en tête, mais je crois qu'il y a au moins une cinquantaine ou pas loin d'une cinquantaine de projets qui ont trouvé preneur, donc pour lesquels il y a des industriels qui ont dit ce projet m'intéresse et j'investis avec l'accompagnement de l'État pour produire localement ce qui jusqu'à présent était importé. Mais pour certains industriels, justement, le fait de créer de nouvelles entreprises avec des incitations telles que vous les avez si bien expliquées, ça pourrait créer une compétition avec ceux déjà installés qui ne bénéficient pas justement de ces incentives. Là, ce sont des projets, ceux qui ont été identifiés, donc les 34 milliards de projets, enfin les 34 milliards d'imports, c'est des projets pour lesquels nous venons créer localement des produits que nous importions jusqu'à présent. Donc, a priori, pour la quasi-majorité, il n'y a pas de production locale pour ces projets. Très bien. Alors, puisque vous parlez justement de la situation, la CGEM comme assez régulièrement mène des études, n'est-ce pas, pour tâter le terrain, pour savoir où en est la situation des entreprises marocaines et notamment ce baromètre des impacts du Covid-19 qui a été lancé. Pouvez-vous partager peut-être avec nous les principales conclusions de cette étude sur la santé de l'entreprise marocaine ? Bien sûr. Dans la dernière étude que nous avons faite, ce qu'il en ressort, si on prend les principaux messages, c'est que d'abord on constate qu'il y a un rebond en août, et Dieu merci, c'est une bonne nouvelle. Nous voyons que l'activité pour la quasi-totalité des secteurs repart à la hausse, donc on voit cette inflexion qui a lieu au mois d'août. Pour la quasi-totalité des secteurs, sauf le tourisme, les industries culturelles, l'événementiel, qui sont, et vous pouvez vous en douter, des secteurs qui sont plus touchés que les autres parce qu'ils subissent soit une demande extérieure qui n'est pas là, soit un arrêt administratif par exemple. Donc une inflexion, une reprise, à l'exception de quelques secteurs qui sont des secteurs bien identifiés. Deuxième point, 20% des entreprises ont bénéficié de Daman Relance, 30% des entreprises ont bénéficié de Daman Oxygène, et 30% ont bénéficié de Daman Relance. Donc, on peut voir le verre à moitié vide et à moitié plein. Ça montre quand même qu'il y a un tiers des entreprises qui ont bénéficié de ce mécanisme de financement, donc il était salutaire de le mettre en place. Bien qu'on pourrait aller plus loin, et je pense que ça viendra par les mesures d'assouplissement qui ont été accordées, d'ailleurs sur recommandation de la CGEM. Troisième message de cette étude, les régions ne sont pas équitablement touchées par cette crise. Et une région comme Marrakech, par exemple, une ville comme Marrakech qui vit très fortement du tourisme est plus impactée qu'une région où l'économie est plus diversifiée. Et donc on voit une inéquité dans l'impact de la crise sur certaines régions. Voilà quelques grands messages. Un autre grand message, c'est que les délais de paiement, malheureusement, augmentent. Et selon les entreprises, elles augmentent d'environ 53 jours, ce qui laisse présager une difficulté supplémentaire sur la trésorerie des entreprises. Voilà les quelques grands messages qui ressortent de la troisième étude qui a été faite par la CGEM ou de ce troisième baromètre.
Très bien. Passons à présent, justement, vous avez parlé tout à l'heure de l'intégration de l'informel. C'est un chantier sur lequel la CGEM a déjà planché sur, bien sûr, d'autres mandats passés. L'État aussi ne cesse de multiplier les initiatives et les mesures pour intégrer ces acteurs de l'informel dans le tissu formel. Selon vous, est-ce qu'aujourd'hui, en pleine crise de Covid, on peut éventuellement en faire une opportunité et faire de ce chantier quelque chose qui existe et qui n'est plus sur des plans quinquennaux ou des stratégies que l'on met en place, mais qui ne donnent pas finalement les résultats escomptés? Étant de nature plutôt optimiste, je pense qu'on peut profiter de cette crise pour élargir l'intégration de l'informel dans l'économie formelle. Maintenant, disons qu'il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu pour qu'une entreprise ou un entrepreneur décide de passer de l'informel au formel. Premier élément, cette crise a montré le rôle de l'État. Parce que, rappelons-nous qu'entre mars, avril, mai, juin, quand tout le monde était à l'arrêt, celui qui payait, c'était l'État. Bien entendu avec l'argent du contribuable, mais à la fin, c'est l'État qui a payé des gens, et d'ailleurs dans le formel et dans l'informel. Donc le rôle de l'État-providence a été montré par cette crise, et je crois que c'est un élément supplémentaire qui vient montrer que l'État est important, être dans l'économie formelle est important, parce que c'est ce qui permet de financer cette crise, et ça n'a été financé que par ceux qui payent l'impôt, bien entendu. Donc ça, c'est un point qui va dans le sens de l'intégration par de la citoyenneté, disons, de l'informel vers le formel. Deuxième élément, la généralisation de l'AMO, annoncée par Sa Majesté le Roi, est aussi un point important, parce que de plus en plus d'employés comprennent l'intérêt d'être dans le formel parce qu'ils bénéficient de filets sociaux. Le filet social, ça peut être l'assurance maladie obligatoire, mais ça peut être aussi l'indemnité perte d'emploi qui va être généralisée et qui va être assouplie dans ces mesures d'accès. Donc ça, c'est un deuxième élément qui, de mon point de vue, poussera les entreprises à aller de l'informel vers le formel. Et puis, troisième élément auquel il faut faire attention, c'est que, et nous poussons depuis un moment, vers la réduction de l'écart entre le formel et l'informel. Plus l'écart est important, plus les gens voudront aller vers l'informel. Donc, et ça, dans le cadre des assises de la fiscalité, l'État avait mis en place un plan pour baisser, par exemple, l'IS des entreprises et atteindre 25% à terme. Nous préconisons de continuer dans ce sens-là, parce qu'il faut aussi qu'une personne qui est devant un choix de se dire est-ce que je vais vers l'informel ou le formel, se dise qu'au final, aller vers le formel ne lui coûte pas tant que ça ou pas beaucoup plus. Donc la réduction d'écart est aussi un élément important pour favoriser le basculement des entreprises de l'informel vers le formel. Par rapport au télétravail, qu'est-ce que la CGEM a pris des dispositifs particuliers pour faire face à cette deuxième vague, et aussi par rapport à cette question de télétravail, pour quand une loi qui encadre ce télétravail dans notre pays? Nous avons, en fonction des régions, la situation est encore une fois différente. Aujourd'hui, la région de Casablanca est plus fortement touchée que les autres régions. Nous suivons de très près avec les autorités locales l'évolution de la situation sanitaire. Et comme le soulignait le Wali de Casablanca, par exemple, il y a quelques jours, il y a nécessité de mettre autant de personnes que possible, en tout cas ceux qui le peuvent, en télétravail pour limiter la propagation du virus. Donc on doit trouver le juste équilibre, tout en gardant en tête la priorité absolue qui est la santé de nos concitoyens. On doit trouver le juste équilibre entre la préservation de la santé de nos concitoyens et la situation économique qui, elle aussi, peut causer des pertes de vie pour des gens qui n'ont plus de quoi se nourrir si nous allons à l'extrême. Du coup, est-ce qu'il y a de nouvelles campagnes de tests qui vont être lancées bientôt, Mehdi Tchazi, pour terminer? Les campagnes de tests continuent, les gens continuent à se tester. Nous le voyons tous les jours d'ailleurs. Le nombre de tests est toujours autour de 20 à 25 000.
Maintenant, ce qui est très important, c'est que les entreprises respectent et que les citoyens respectent, et nous continuons au niveau de la CGM à pousser ce message pour que toute personne maintienne les gestes barrières, se tienne à distance, respecte le port du masque, etc., pour contenir ce virus. Pour revenir à votre question sur le télétravail, nous travaillons, un groupe de travail a été mis en place pour débroussailler ce sujet, parce que beaucoup de questions se posent. Pour les personnes qui sont mises en télétravail, quels horaires est-ce qu'elles doivent respecter, est-ce qu'elles sont couvertes ou pas par les accidents de travail, quelles sanctions peuvent s'appliquer à ces personnes-là, qu'est-ce qui peut être considéré comme une absence ou pas, etc., etc. Donc il y a beaucoup de sujets qu'on essaye de cadrer dans le cadre d'une proposition que la CGM fait ou a fait d'ailleurs aux autorités compétentes, en vue de cadrer ça, vu que cette période peut durer plus longtemps que nous l'avons prévu au départ. Très bien. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de Question Éco. Merci à tous de nous avoir suivis. Bien sûr, l'info continue sur Médien TV et medientv.com. Très bonne soirée.